qui est l'actuel professeur spécialisé de Rousseau à l'Université de Genève. Donc c'est eux qui m'ont formé un peu. Et de toute manière, Rousseau c'est tellement vaste que je ne peux pas vous donner tout, mais quelques aspects intéressants. Il y aura pas mal d'images, et ça c'est génial, avec Internet. On ne peut pas seulement écrire des textes romantiques, mais il y a plein de photos et beaucoup d'illustrations. Et vous savez que le centre iconographique de la Bibliothèque de Genève met à disposition aussi beaucoup de photos gratuitement. Et comme ça, on peut faire des illustrations très chouettes. Alors, vous savez qu'il est né ici, le 28 juin 1712. Il est né et sa mère meurt 10 jours après. Elle avait 39 ans, de ce qu'on appelait alors fièvre continue, une infection, quelque chose en vous. Donc, au fait, Jean-Jacques Rousseau était orphelin. Le premier drame dès le départ. D'ailleurs, même Chateaubriand en parlait aussi. Surtout les écrivains à qui ça arrive, ils développent une espèce de complexe de culpabilité. Ma mère, en me donnant la vie, est morte. Mais il a eu du chance, le cher Jean-Jacques, parce que la sœur de son père c'était Isaac Rousseau, sa tante Suzanne, appelée Suzon, s'est occupée de lui, lui a donné l'affection, s'est occupée. Et puis, pour ce qui est de le nourrir, on a fait venir une nourrice. Et puis sa tante Suzon, c'est pas Suzon ici, mais quelqu'un qui joue du théorbe. Sa tante Suzon jouait du théorbe, c'est ça, une espèce de lutte avec un manche très long. Et elle lui chantait des dizaines de chansons populaires. Donc Jean-Jacques a eu la musique dans le berceau. Et c'est pas étonnant parce que plus tard, vous verrez. Voilà. Et puis quand il a eu 6 ans, ils ont déménagé, donc son père et la tante Suzon, et lui à la rue de Coutances. Et au fait, c'était à cette maison qui n'existe plus. Ça, c'est une photo d'avant que Placette, c'est maintenant Manon, soit venue. Et là, vous voyez, ils ont habité au 3e étage. Vous localisez un peu le haut de la rue de Coutances. Voilà. Et Isaac était horloger, et les horlogers à l'époque étaient des gens très cultivés et étaient bien habillés, vous voyez, travaillaient dans des ateliers devant les fenêtres parce qu'à l'époque, seule la lumière du soleil était assez bonne pour faire ces petites roues dentées. Et en effet, Rousseau raconte, vous lisez, les Genevois du bas, donc justement du quartier de Saint-Gervais, sont des hommes instruits et sensés dont, sous le nom d'ouvriers et de peuple, on a dans les autres nations des idées si basses et si fausses. Jean-Jacques est né dans un milieu très cultivé. Et d'ailleurs aussi, ça a eu une relation avec le protestantisme, parce que au début de la Réforme, en France, c'était surtout des horlogers français à l'époque. Ces horlogers savaient lire et écrire et avaient les moyens de s'acheter des Bibles. Et ils ont lu les Bibles, et alors c'est pour ça qu'ils ont quitté l'Église catholique et ils se sont fait protestants, les Huguenots. Et le père de Jean-Jacques était un descendant des Huguenots aussi, qui s'était réfugié à Genève. Voilà. Et donc c'est ainsi que Jean-Jacques a appris à lire et écrire, parce que Jean-Jacques n'a jamais été à l'école. Et je trouve ça vraiment super intéressant qu'un des plus grands philosophes du siècle des Lumières n'ait jamais été à l'école. Mais son père, justement, lisait avec lui déjà quand ils habitaient à la Grand Rue. Sa mère lisait beaucoup de romans, donc avec son père, il lisait ses romans. Et aussi, on voit ici, donc Jean-Jacques a appris à lire et écrire ainsi. Et vous voyez qu'il raconte, nous lisions tour à tour, sans relâche, et passions les nuits à cette occupation. Quelquefois mon père, entendant le matin les hirondelles, disait tout honteux, allons nous coucher, je suis plus enfant que toi. Et c'est comme ça que la littérature, ils ont lu des romans, mais aussi les grands classiques romains et grecs. Et c'est ainsi que la littérature est arrivée. Alors, ces 4 années étaient très heureuses là, à Coutances. Et voilà, pouf, son père a une bagarre avec un officier de la cavalerie royale de Pologne. Il le blesse. Et s'il était resté, Jean-Jacques, il aurait été mis en prison. Alors il fiche le camp, il va à Nyon avec sa sœur Suzanne, et puis Jean-Jacques, il l'abandonne. Pourquoi
Isaac n'a pas pris son fils Jean-Jacques avec, nul ne le sait. Mais voilà, c'est le fait. Alors donc Jean-Jacques est vraiment devenu orphelin total. Et il est placé chez l'oncle Gabriel Bernard. Donc Bernard, c'est la mère de Jean-Jacques, s'appelait Bernard, de nom de famille. Et il est à la Grand Rue 13. Et là, c'est un pasteur protestant. Et il pensait que c'était son grand-père. Et c'est là qu'il découvre l'histoire de moralistes et aussi du Plutarque, par exemple. En 22, l'oncle Gabriel place avec son cousin Abraham Bernard chez le pasteur Lambertier à Bossy. Ou Bossey. Comment on prononce Bossey. Bossey, voilà, c'est ça. Vous savez où c'est Bossey? C'est du côté d'Archamps. Hein. C'est une enclave protestante dans la Savoie catholique. Et le pasteur leur fait l'école, évidemment aussi le catéchisme et tout ce qui va avec, mais sa sœur s'occupe d'eux avec un amour maternel. Donc là encore, il a finalement baigné dans le bonheur, le petit Jean-Jacques. Ça a duré 2 ans, et il est revenu chez l'oncle à la Grand Rue, et il l'a placé chez un greffier. Mais ce greffier, il l'a trouvé nul. Alors il est revenu, enfin c'est chez son oncle. Alors son oncle Gabriel l'a placé chez un graveur. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas encore les montres bracelets, il y avait les montres Gousset, et il y avait des belles gravures dessus, de toutes sortes. Voilà un exemple. Peut-être toutes les gravures n'étaient pas aussi pompeuses que ça, mais quand même. Et Jean-Jacques savait bien dessiner, avait un bon coup de crayon. Alors il l'a placé là, chez ce Abel Ducommun, à la rue des Étuves. Il y a sur la maison d'ailleurs une plaque où on peut voir où c'était. Seulement, voilà, il fallait, à l'époque, on habitait chez le maître, qui vous nourrissait, vous logeait, vous habillait, et même, donc son oncle a dû payer pour ça, vous voyez, 300 livres genevoises de l'époque pour ça. Seulement, voilà, ce maître était brutal, grossier, vraiment pas raffiné du tout, pour le dire gentiment. Et voilà, Jean-Jacques raconte plus tard, la tyrannie de mon maître finit par me rendre insupportable le travail que j'aurais aimé. Et pour me donner, excusez-moi mes yeux, et pour me donner des vices que j'aurais haïs, tels que le mensonge, la fainéantise, le vol. Je devins craintif chez mes maîtres, et dès lors, je fus un enfant perdu. Et alors, il déménage quelques mois plus tard à la rue de la Croix d'Or. Vous voyez où c'est entre Mollard et Rives, là, parce qu'il s'est marié, un peu d'argent, ils ont déménagé là. Et à l'époque, on travaillait donc 12 heures par jour et 6 jours par semaine. Et les dimanches, par contre, alors là, Jean-Jacques, avec ses copains, ils partent rôder à la campagne. Et c'est là qu'il a développé cet amour de la nature, cette rêverie dans la nature, le cher Jean-Jacques. Et le dimanche 14 mars de 1728, avec ses camarades, il rentre trop tard. Parce qu'à l'époque, Genève était donc toujours cette ville fortifiée où il n'y avait que 3 portes d'entrée, Cornavin, Rives et place, ce qui est aujourd'hui Place Neuve, porte de Neuve. Et ces portes fermaient le soir au coucher du soleil et n'ouvraient que le lendemain matin au lever du soleil. Et dans beaucoup de villes fortifiées, il y avait une petite porte où, contre une petite pièce, un piéton pouvait entrer et sortir n'importe quand au milieu de la nuit, pas à Genève. Pierre, tu as, par exemple cité les Shelley et Byron se plaignaient de ça. Madame de Staël se plaignait de ça. Et donc voilà, ils sont trouvés enfermés dehors. À quelle porte est-ce qu'ils ont essayé de rentrer? Voilà. Alors Jean-Jacques raconte, le pont était déjà levé, le pont-levis. Elles arrivent, parce que c'est de la côté, mais regardez, il n'y a pas de pont-levis. Tandis qu'à Place Neuve, ça c'est la porte de Neuve, vous voyez, un pont-levis. Donc c'est devant là, la porte Neuve, qui se sont vus enfermés dehors pour la 3e fois. Et alors là, ils s'étaient fait bastonner et admonester sévèrement les 2 premières fois. Ses camarades disent, tant pis, on se fait engueuler, puis on se fait taper. Mais Jean-Jacques a dit non, moi ça suffit. Et il n'est pas rentré. Il s'est enfermé dehors en quelque sorte. Et alors là, un truc incroyable qui s'est passé en lui,
Vous voyez, le moment où j'ai franchi la frontière me parut celui de la liberté et de la vie. Je ne voyais que les vergers, des maisons riantes, un pays de délices, une terre habitée par un peuple aussi doux que laborieux. Je fus si saisi d'une sorte d'ivresse en voyant tout cela. Et mon cœur, dans son enthousiasme, s'écria « Ô nature, ô ma mère, me voici sous ta seule sauvegarde. Plus de baston, plus de châtiment, plus de maître. » Et dit s'il existe à quelque chose de céleste, c'est bien celle que j'ai éprouvée au milieu de cette immensité, immense étendue, par exemple, et mon cœur se dilatait et s'unissait à l'université. Je me confondais avec la nature. Les bouddhistes diraient, mais c'est l'éveil. Il était heureux. Alors il a rôdé plusieurs jours dans la campagne, genevoise toujours, et puis de temps en temps un paysan lui donnait un bout de pain, l'eau des rivières ou des ruisseaux était potable, mais finalement on l'a quand même envoyé à Confignon chez l'abbé Pontvert. Et l'abbé Pontvert était connu pour convertir les protestants en catholiques. Alors, la première chose qu'il a fait, le Pontvert, c'était qu'il lui a donné à manger. Parce qu'il n'a pas beaucoup mangé pendant 3 jours. Là, alors, il s'est régalé, le Jean-Jacques. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'abbé Pontvert l'a envoyé chez Madame de Warrens, qui était alors à Annecy. Madame de Warrens était une aristocrate vaudoise de Vevey, protestante, divorcée, et qui s'était convertie au catholicisme en 1726 et qui habitait donc à Annecy. Alors là, il a quitté Genève, et comme mon propos c'est Rousseau et Genève, on n'en parle plus, ou très peu, un petit peu quand même. Il est revenu en 1737, brièvement, pour récupérer le maigre héritage de sa mère. Et alors, il a trouvé Genève en ébullition. Il ne faut pas oublier que Genève a eu tout un enchaînement de révolutions. La Révolution française a été inventée à Genève. C'était un des feux principaux, comme disent les grands historiens parisiens qui sont spécialisés dans la Révolution française, disent ça, hein, que vraiment une grande source. Et d'ailleurs, le pasteur Étienne Dumont, qui a une rue à côté du bourg de Four, a écrit presque tous les discours de Mirabeau, et ainsi de suite. Donc, on a eu des révolutions, et justement, par exemple, en 1937, oui. Alors là, ceux qui voulaient protéger le gouvernement se massaient en haut, dans la haute ville, et ceux de Genève du Bas montaient le perron, et les coups de feu partent, et il y a plusieurs morts, cette fois-là, en 1937. Il y a eu d'autres révolutions, de moments où il y a aussi des morts. Et il raconte, Jean-Jacques raconte, je vais m'approcher un peu pour mieux lire, raconte que, vous voyez, lorsque l'on prit les armes en 1737, je vis le père et le fils sortir armés de la même maison. Pourquoi armés de la même maison, l'un pour monter à l'hôtel de ville, l'autre pour se rendre à son quartier, sûr de se retrouver 2 heures plus tard vis-à-vis l'un de l'autre, prêts à s'entrangler. Ce spectacle affreux me fit d'une impression si vive que je jurais de ne soutenir jamais la liberté par les armes, ni de ma personne, ni de mon aveu. Et c'est important, et là j'ouvre une petite parenthèse, justement, Rousseau et la Révolution française. Beaucoup de gens disent, oui, Révolution française, Rousseau. Jamais Rousseau a voulu une révolution. Et regardez ce qu'il dit à ce sujet. Il dit, l'on s'est obstiné à voir en moi un promoteur de bouleversement et de troubles, alors que je suis l'homme du monde qui a le plus d'aversion pour les révolutions. Des gens comme Robespierre, Marat, etc., se sont inspirés de phrases de Rousseau, mais pas de la pensée entière. D'ailleurs, Kant, qui est presque contemporain avec Rousseau, il a dit, pour comprendre Rousseau, il faut le lire 3 fois. Et pas mal, ils ont lu qu'une fois. Et donc, après avoir passé quelques jours à Genève, il est retourné en Savoie, chez Madame de Warrens, et en 1742, là, il monte à Paris. Parce que, vous voyez, même aujourd'hui encore, pour réussir, il faut monter à Paris. Vous voyez, c'était pour s'imposer comme compositeur, comme écrivain, pour se faire un monde dans le monde intellectuel et artistique.
Et il a publié un premier livre, un nouveau système de notation musicale. Mais regardez, intéressant, il n'a pas osé mettre son nom. Il se cache derrière un auditeur un auteur de l'Académie. Et par contre, c'est publié à Genève. Seulement, ce truc-là, ça a fait un flop. Alors, je ne continue pas à analyser ça. Mais par contre, après 1749, l'Académie de Dijon publie le sujet de son prix annuel, qui est « Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs ». Tout le monde pouvait y participer, tout le monde peut écrire, mais il a participé, il a écrit ce qui a été publié ensuite, au mois d'août 1750, le discours sur les sciences et les arts. Regardez, là, il signe un citoyen de Genève. Il ne met pas son nom, parce qu'il n'y a pas quand même. Mais quand même, la relation avec Genève, combien elle est importante. Et vous voyez que c'était publié à Genève aussi. Ce qui me surprend, c'est qu'est-ce qu'il a écrit qui a valu, qui a eu le premier prix. Regardez ça, les sciences, les lettres et les arts étant des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont les hommes sont chargés, étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle pour laquelle ils semblent être nés, leur font aimer leur esclavage et en forment ce qu'on appelle des peuples policés. Et c'est ce texte-là qui a été couronné, c'est incroyable. Mais voilà. Alors là, il est devenu une vedette à Paris, invité dans tous les grands salons. Et lui, pour ça, évidemment, il fallait porter perruque. Vous voyez là, c'est une perruque qu'il porte. Il avait des chemises avec des cols. Et vous voyez, c'est des cols brodés comme ça qui coûtaient assez cher, mais status symbol, comme on appelle ça aujourd'hui. Et puis, évidemment, il avait une montre Gousset. Et alors là, il était la coqueluche du tout Paris. Un peu plus tard, en 1952, il a publié Le Devin du village. C'est le seul opéra où l'auteur de la musique et du texte est le même. C'est tout Rousseau qui a fait. Et vous l'avez peut-être déjà entendu. Évidemment, c'est un petit opéra baroque, pas très long, mais il est très chouette. On peut le trouver sur YouTube parce que je ne me rappelle plus quoi, dans les années 2000 à peu près, ou comme ça, une équipe à Paris, ils ont remonté le vin du village exactement comme il a été joué devant le roi, parce qu'il a été donc joué devant le roi Louis XV, c'était, j'ai vérifié, à la cour, à Fontainebleau. Énorme succès, plus tard moins, mais là, grand succès. Et donc, vous trouvez sur YouTube, parce qu'on a dans les archives tous les détails, les costumes, la mise en scène, le décor et tout, et la musique évidemment. Et c'est vraiment un très très joli opéra. D'ailleurs, Mozart s'en est inspiré pour Bastien et Bastienne. Grand succès. Le roi Louis XV était tellement content, il a cité pour lui offrir une pension mensuelle, à vie. Plus de soucis d'argent. Génial. Qu'est-ce qu'il a fait, notre Jean-Jacques adoré? Il n'y est pas allé. Oh, un affront énorme, ça ne se fait pas. Il est tombé en disgrâce, évidemment. Mais il a préféré, il s'est débarrassé de sa perruque, de ses chemises à dentelle, de sa montre Gousset. Il a voulu vivre simplement. Et puis, il est revenu à Genève en 1954, passant par Lyon et Chambéry. Et là, il a d'abord dû réintégrer l'église de Genève, se refaire protestant, pour récupérer son titre de citoyen de Genève. Alors il a fait ça d'abord. Et puis, à ce moment-là, il y avait le conseil général. Vous voyez l'église de Saint-Germain, dans la vieille ville, à la rue des Granges. Eh bien, parce que normalement, donc, le conseil général, c'était une sorte de Landsgemeinde, c'est-à-dire tous les citoyens et bourgeois qui avaient le droit de vote, les autres n'avaient pas le droit, mais se réunissaient. C'est une sorte de Landsgemeinde pour ceux qui connaissent ce que c'est ça. Et puis normalement c'était à la cathédrale, mais elle était en rénovation. C'est là qu'on a mis les piliers devant, les piliers corinthiens, parce que la façade était en train de s'effondrer. Alors c'est là-dedans qu'il y a eu, et il a participé à ce conseil, et il a été absolument enthousiasmé
Il se fera beaucoup d'amis parmi l'opposition bourgeoise, les gens, puisque Genève était toujours en ébullition, mais par contre, les aristocrates, patriciens, se méfiaient de lui. Il est venu à Genève avec sa compagne Thérèse Levasseur, qu'il a mariée beaucoup plus tard, mais au fait là, il vivait à la Colle. Venir avec quelqu'un qu'on vit à la Colle, dans la Genève calviniste de l'époque, c'est incroyable. Eh bien, il a réussi ce fameux formidable tour de passe-passe. Donc, il avait rencontré en 1745, quand elle avait 25 ans, et il disait, oui, c'est ma lingère, c'est ma gouvernante, c'est mon infirmière, voilà. Et puis ça passait. Les gens ont gommé ça. Bon. Mais, il disait, je trouvais dans Thérèse le supplément dont j'avais besoin. Par elle, j'ai vécu heureux autant que je pouvais l'être. Et en effet, elle l'a suivi tout le temps, partout. Bon, ils ont eu 5 enfants qui ont été donnés aux enfants trouvés. Mais c'était, il ne faut pas oublier, c'est un point noir dans la vie de Jean-Jacques, mais il ne faut pas oublier, à l'époque, c'était la coutume. Un tiers de tous les nouveau-nés étaient donnés aux enfants trouvés. Il n'y avait pas encore la contraception. Eh oui. Une brave femme, cette Thérèse. Et alors, donc, il était là à Genève et il a tellement adoré cette démocratie, ce système de gouvernement qu'on avait ici, une sorte de république. Tout le monde n'avait pas le droit de vote, mais quand même, les classes supérieures l'avaient, les citoyens. Et vous voyez, jamais je n'ai vu les murs de l'heureuse Genève, jamais je n'y suis entré sans sentir une crainte, une certaine défaillance de cœur, qui venait d'un excès d'attendrissement. Et là, il pense évidemment beaucoup à son séjour à la rue de Coutances. Vous voyez, il raconte, je me souviens d'avoir été frappé dans mon enfance d'un spectacle assez simple et dont pourtant l'impression m'est toujours restée. Le régiment de Saint-Gervais, ayant fait l'exercice, la plupart se rassemblèrent après le souper dans la place de Saint-Gervais et se mirent à danser tous ensemble, officiers et soldats, autour de la fontaine, sur le bassin duquel étaient montés les tambours, les fifres et ceux qui portaient des flambeaux. Il était tard. Les femmes descendirent, les servantes apportaient du vin, les enfants accoururent demi-vêtus. Ce ne fut qu'embrassement, rires, santé, caresses. Vois-tu, ces bons Genevois, ils sont tous amis, ils sont tous frères, la joie et la concorde règnent au milieu d'eux. Dans les confessions qu'il raconte ça. Vous voyez, il idéalise complètement Genève. Mais il se réclame citoyen de Genève. Et finalement, célèbre citation qu'on trouve sur le mur de Manor, mon père, en m'embrassant, fut saisi d'un tressaillement que je crois sentirai partager encore. Jean-Jacques, me disait-il, aime ton pays. Donc voilà, vous voyez, vraiment c'est le romantisme, il idéalise complètement Genève, c'est le paradis, quoi. Et le gouvernement, il trouve ça idéal. Vous voyez, le conseil général, donc cette Landsgemeinde qu'il a vécu, il idéalise tout le reste. Donc il y avait ce conseil général qui se réunissait à peu près une fois par an. Après, on avait le conseil des 200, toujours à la ville de Genève, hein, pas cantonville. Et puis après, il y avait le petit conseil des 25. Et puis après, il y avait 4 syndics qui s'appelaient, aujourd'hui on les appelle conseillers administratifs. Et les 4 syndics élisaient déjà à l'époque un premier syndic qui est aujourd'hui le maire. Et il trouvait ça absolument merveilleux. Ça ne le gênait pas que 80% des propriétés de Genève appartenaient à 40% de la population. Mais il a idéalisé ce gouvernement. Regardez ce qu'il dit, en cherchant les meilleures maximes que le bon sens puisse dicter sur la constitution d'un gouvernement. J'ai été si frappé de les voir toutes en exécution dans notre République de Genève. Dans la dédicace de la République de Genève, dans le discours de l'origine sur l'inégalité. Mi-octobre, il repart à Paris. Et ce qui est amusant, donc mi-octobre 1754, il rentre à Paris, et en décembre, Voltaire arrive à Genève.
Ils se sont ratés. Et plus tard, vous allez voir, voilà. Un nouveau concours de l'Académie de Dijon. Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et est-elle autorisée par la loi naturelle? Et là, Jean-Jacques Rousseau publie son discours sur l'inégalité, etc. Il a dit, je fais ça pour être utile au plus grand nombre. Et là, regardez aussi, là, maintenant, il signe Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève toujours. Vous voyez, il se réclame vraiment genevois. Et c'est publié à Amsterdam, mais ça fait rien, c'est un citoyen de Genève. Il y a une dédicace à la ville de Genève, dont je vous ai lu une partie tout à l'heure. Et alors, la ville de Genève, le conseil était tellement flatté qu'il dit qu'il se réjouit qu'un de ses concitoyens s'illustre par des ouvrages qui manifestent un génie et des talents distingués. Donc Genève adore Rousseau aussi à ce moment-là. À ce moment-là, on a aussi un débat sur le théâtre. Les protestants ne veulent pas de théâtre. En 1732 déjà, donc bien avant, le gouvernement a fait un édit interdisant le théâtre. On ne voulait pas de cet intellectualisme de Paris. Et puis voilà qu'en 1956, d'Alembert vient voir Voltaire. Et alors, dans son dictionnaire, d'Alembert écrit « C'est une chose très singulière, c'est rigolo, c'est lui qui a mis le tiret, très singulier, qu'une ville qui compte à peu près 24 000 âmes ne souffre point de comédie. On craint que le goût de parure, de dissipation, pourquoi c'est plus lent là, et de libertinage que les troupes de comédiens répandent parmi la jeunesse. Voilà. Donc voilà, on ne voulait pas de théâtre et d'Alembert s'offusque. Dans cet article, dans l'encyclopédie, qui est plus long, l'article sur Genève, que celui de toute la France. Mais voilà, mais ces mots que d'Alembert écrit, Rousseau devine bien que c'est la pensée de Voltaire. C'est Voltaire qui lui a soufflé ça. Et alors Rousseau pique une colère, et dans la lettre d'Alembert sur les spectacles, il recuse le théâtre à la manière de Voltaire. Il dit c'est pour les aristocrates et pas pour le peuple. Il n'éduque pas les citoyens ordinaires. Et il prend parti pour l'église de Genève, donc protestante, demande aux Genevois de rester fidèles à ceux qui sont et de ne pas courber l'échine devant l'impérialisme culturel parisien. Et il écrit à Voltaire, « Je ne vous aime point, monsieur. » Vous avez perdu Genève pour le prix, pourquoi c'est si long tout à coup, prix de l'asile que vous y avez reçu. Vous avez aliéné de moi mes compatriotes. Voilà. La photo, c'est pas une photo directe, enfin là, je trouve des illustrations sur Rousseau. Mais vous voyez, donc, il a été vraiment fâché, Rousseau, il était complètement contre le théâtre. C'était en 58. En 61, il publie Julie et la Nouvelle Héloïse, un roman épistolaire et qui a eu un succès énorme. Il révolutionnait l'écriture romanesque, il est le chef de file du mouvement romantique naissant. Jean-Jacques Rousseau, il écrit, mais il oublie de mettre le citoyen de Genève. Voilà. Et c'est publié à Amsterdam, comme vous voyez, et un succès énorme. C'est le roman le plus lu de tout le XVIIIe siècle, de toute l'Europe et Amérique du Nord. Énorme. Alors je ne peux pas me perdre dans les détails pour vous parler de ça quand vous parlez, vous l'avez qu'à lire. Voilà. Et alors, pouf, à Genève, on construit un théâtre sous la pression de l'influence française, en 1962. C'est un architecte qui s'appelle Rosimond qui l'a construit en bois, donc, et c'est pour ça que ça a appelé le théâtre Rosimond.
Et évidemment, pour se persifler, tout le monde l'appelait la grange des étrangers, parce qu'évidemment, c'était des troupes de théâtre de France, de Paris et de Lyon qui venaient jouer ici. Et il y a eu pas mal d'anecdotes, justement, de libertinage, comme ils auraient dit, etc., avec ces troupes-là. Mais voilà, 6 ans plus tard, il est incendié. Alors évidemment, on dit que c'est les protestants qui l'auraient allumé. Ça, on n'a aucune preuve. Voilà. Conséquence, le Conseil d'État, rétablit l'interdiction du théâtre de 1732. Et Voltaire, lui, il est déjà parti, il est allé à Ferney où il s'est construit son théâtre. Petite parenthèse, puisque nous sommes à Carouge, Voltaire, quand il est venu à Genève, donc en fin 54, et puis installé au Délices début 55, il se considérait comme auteur de théâtre. Et puis, il a voulu jouer du théâtre à Genève. Et le consistoire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le consistoire, c'est une sorte de gouvernement parallèle issu de l'église protestante de Genève qui veillait aux mœurs. Eh bien, considérait Monsieur Voltaire, à Genève, on ne joue pas de théâtre, avec l'accent de la rue des Granges. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il habitait au Délices. Eh bien, il a écrit au roi de Piémont-Sardaigne, à qui appartenait Carouge aussi, et il a joué la première pièce ici à Carouge, dans un hangar, on ne sait pas exactement où, probablement qu'elle était du côté de la place de l'Octroi. Et cette pièce, ça a été la première pièce, jouée en 1758 ici à Carouge. Et mesdames, vous allez adorer le titre de cette pièce, La femme qui avait raison. Et nous les mecs, on peut se consoler et parler au singulier. Et puis le directeur de ce théâtre n'a pas eu de chance, parce que c'était un hangar apparemment assez vétuste, parce que quelques temps après, le hangar s'est effondré, et le directeur est dedans et il est mort. Voilà. Et puis donc, voilà, Voltaire est allé à Ferney. Ceci au sujet du théâtre de Voltaire. Et à ce moment-là, donc en avril, Jean-Jacques Rousseau publie le Contrat social ou principe de droit politique. Et vous voyez là, Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. Il n'oublie pas son lien avec Genève. Il se prend comme... Bon, c'était publié à Amsterdam, mais quand même important. Et puis, quelques mois après, enfin un mois après, il a publié Émile ou l'éducation, un traité d'apprentissage de la liberté. Et là aussi, Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. C'est bien ça? Oui, oui. Et puis publié à La Haye, cette fois. Alors là aussi, je ne vais pas vous faire un exposé sur l'Émile, mais il a quand même jeté les bases de l'éducation moderne. Rousseau a fait émerger le principe de la liberté. Et des grands pédagogues, à plus tard, Pestalozzi, de Claparède, se réclament de Rousseau. Rousseau est plus connu au Japon qu'ici à Genève, parce que justement, il vénère ce qu'il a dit dans l'Émile. Et cette liberté qu'il prônait, il renonçait à la liberté, c'est renoncer à sa qualité d'être humain. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui, et elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. La liberté. Pouvoir être libre de faire ce qu'on veut, mais aussi, surtout, ne pas devoir faire ce qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça qu'il n'a pas accepté la pension du roi, parce qu'il voulait rester libre et pas devenir un sujet du roi. S'il avait accepté la pension, il n'aurait jamais pu publier l'Émile et le contrat social. Mais au fait, ce qui a surtout fâché dans l'Émile, c'est le chapitre 6, la profession de foi du vicaire savoyard, où il dit des choses qui ont fâché à mort l'Église catholique et protestante. Parce qu'il prône une religion naturelle fondée sur la raison et le sentiment intérieur. Il dit que Dieu se manifeste à travers la nature et la conscience morale de chaque individu, et non pas par des textes sacrés et des intermédiaires religieux. C'est-à-dire, il a dit, il faut chercher à approcher Dieu par l'observation de la nature et le sentiment, et non pas par des textes sacrés et puis les dogmes.
il a quasiment dit ne lisez pas la Bible. Alors on peut comprendre que les églises soient fâchées, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'était terrible. Et si on veut, dit-il, si on veut que je croie en Dieu, il faut me le faire sentir. Le sentiment, c'était pour lui très important. Et alors évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Le 9 juin 62, à Paris, à la Sorbonne, Émile est dénoncé, condamné à être lassé, brûlé. Ces œuvres contiennent, disait-il, les maximes dangereuses par rapport à la religion et au gouvernement. Et on peut comprendre qu'ils se défendaient de leur bifteck. Rousseau est décrété prise de corps, c'est la formule, c'est-à-dire s'il mettait son pied dans Paris, il finissait tout de suite en prison. Il quitte discrètement Montmorency, où il habite à ce moment-là, et il trouve refuge chez un banquier à Yverdon. Et 10 jours après, et à l'époque, un courrier venir de Paris à Genève mettait, je ne sais pas, 15 jours au moins. Donc, ils n'ont pas, à Genève, ils n'ont pas pris leur décision parce que, en suivant ce qui s'est fait à Paris, 10 jours après, le petit conseil de Genève condamne les deux, l'Émile et le contrat social aussi. Et le conseil du 25 juin dit « Ces livres sont pleins de blasphèmes et de calomnies contre la religion. Sous l'apparence de doute, on y rassemble tout ce qui peut tendre à saper, ébranler et détruire les principaux fondements de la religion chrétienne révélée. » Alors, le bourreau, Tabazan, c'était les Tabazans, la famille, le bourreau devait lacérer et brûler un exemplaire de chacun de ses livres. Le procureur fait saisir toutes les copies dans les librairies. Il était aussi décrété de prise de corps, s'il venait à Genève et finit en tôle. Et puis, il devient un paria, coupable de vouloir, par ses écrits, comme il disait, détruire la morale chrétienne et toute espèce de gouvernement. Il n'a jamais été réhabilité par Genève de son vivant. Plus tard, oui. Alors il fuit, il va à Moitié. Et apparemment, c'est dans cette maison-là qu'il a habité. Et finalement, donc, vous savez, Neuchâtel a eu ce statut bizarre. C'est à la fois un canton suisse et aussi une principauté prussienne. Et ça a été un coup de bol parce que, d'abord, Thérèse le rejoint, plein de gens viennent le voir parce qu'il commence à être un peu célèbre. Et puis, au mois de mai, il reçoit du roi de Prusse la nationalité prusse, on dirait aujourd'hui. Voilà, les lettres de naturalité neuchâteloise. Et là, il écrit et publie le dictionnaire de musique. Ça a été le plus grand musicologue de son temps. Encore là, il met le nom Jean-Jacques Rousseau, mais il met plus citoyen. Et puis, quand même, ça a été publié à Genève, vous voyez. Et, oui. Et alors là, le 12 mai, c'est la rupture avec Genève. Il est tellement désespéré, il abdique à perpétuer de son droit de citoyen. Il a écrit donc au syndic, le premier syndic, le maire de Genève, si vous voulez, « Je vous avais confié mon honneur aux Genevois, et vous avez si mal gardé ce dépôt que je suis forcé de vous l'ôter. » Et il ajoute « Flétri publiquement dans ma patrie, sans que personne ait réclamé contre cette flétrissure. J'ai dû prendre le seul parti propre à défendre mon honneur si cruellement offensé. » Voilà. Là, c'est la rupture avec Genève. Le désespoir. Alors, les patriciens de Genève, ils appellent ça la lettre, le tocsin de sédition. Ils sont très fâchés. Et alors, l'idéal de ce gouvernement, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Dans quelle erreur j'étais, mais qu'elle était naturelle. Je croyais voir tout cela dans ma patrie parce que je la portais dans mon cœur. Je ne vois point de servitude, donc il parle du gouvernement, de servitude pareille à la vôtre, et l'image de la liberté n'est plus chez vous qu'un leurre méprisant et puéril. » Tous les défauts. Et au sujet des pasteurs protestants, qu'il appelle les ministres, ce sont en vérité de singuliers gens que, messieurs vos ministres, on ne sait pas ce qu'ils croient, on ne sait pas ce qu'ils ne croient pas, on ne sait même pas ce qu'ils font semblant de croire. Leur seule manière d'établir leur religion est d'attaquer celle des autres.
Vous voyez, là, Genève, alors c'est le désespoir, toutes les mauvais. Et le 6 septembre 65, il est donc toujours à moitié, le pasteur excite tellement les ouailles qu'ils vont caillasser sa maison, jeter des pierres sur sa maison. S'il était resté derrière une vitre, il aurait probablement été blessé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit fuir. Et il se sent persécuté, là il est vraiment persécuté, mais à un moment donné il ne l'est plus, mais il va garder un complexe de persécution. Et ça arrive souvent dans ces cas-là. Alors il fuit à l'île Saint-Pierre, à Bâle, Strasbourg, Londres, etc., etc. Et comme il est en fuite, il est exilé, alors pour marquer son exil, il s'habille en arménien. Et ce que j'ai découvert récemment dans une émission sur l'histoire sur France 2, où il parlait du château de Coppet, de Madame de Staël et tout ça, eh bien, au fait, ce tableau, je ne sais pas si c'est l'original, peut-être une copie, mais Madame de Staël avait ce tableau-là ou une copie. Il s'habille en arménien et pour expliquer qu'il est apatride en quelque sorte. Voilà. Alors, bon, il a quand même à la fin été panthéonisé, comme on dit, le 11 octobre 1794. Et puis c'est là qu'on a fait le Panthéon, hein, et il est à côté, il est en face de Voltaire, là, ça c'est marrant. Alors avec Benjamin Franklin, Mirabeau, etc. Il repose là-bas et c'est bien mérité. C'est pour ça que, par exemple, quand vous savez que j'ai travaillé beaucoup jusqu'à la pandémie comme guide de Genève, et quand j'avais des touristes français, je leur demandais toujours, mais Rousseau, est-ce qu'il est français? Ah oui, oui, oui. Je disais, non. C'est vrai, il a écrit en français, il a vécu longtemps en France, il est au Panthéon à Paris. Mais non. Alors il était suisse. Ah ben oui. Ah non. Genève était une ville indépendante à l'époque de Rousseau. Et d'ailleurs dans cette émission avec Stéphane Bern sur Madame de Staël et tout, là aussi il dit voilà, elle rentre en Suisse. Mais la Suisse n'existait pas du temps de Madame de Staël. Elle rentrait à Coppet ou à Genève. Coppet faisait partie du canton de Berne à l'époque, qui était indépendant. Voilà. Mais ça, bon, on leur pardonne. Ça n'est pas français. Mais voyez, ce brave Rousseau, tout ce qu'il a désiré, c'est que finalement, on vit dans un monde désiré, souhaité par Rousseau. La démocratie, et puis que nous sommes égaux en droit, et puis ses idées sur l'éducation et tout ça. Alors, si vous voulez approfondir tout ça, vous voyez, vous avez d'une part, sur le site de l'Université de Genève, lettres, le professeur Martin Rueff, là il y a des textes, des explications, et la grande œuvre de référence, c'est celle de Jean Starobinski, qu'on trouve encore, c'est un énorme pavé. Et puis, il y a un autre livre, celui de Guillaume Chenevière, qui a écrit Rousseau, une histoire genevoise, où il raconte surtout l'histoire de Genève à l'époque de Rousseau. Mais évidemment, on parle de Rousseau. Et notre cher libraire en a amené quelques-uns. S'il y en a quelqu'un qui veulent l'acheter, vous pouvez. Voilà.